Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique, épisode 3, l'histoire des Grésilles. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter l'histoire du quartier où est située ma résidence étudiante. Pour plusieurs raisons. Premièrement, raconter l'histoire du quartier sensible de Dijon permet aussi de raconter l'histoire de l'urbanisme dans la deuxième partie du XXe siècle. Mais aussi, cela permet aussi de comprendre et d'expliquer pas mal de choses, parce que l'histoire du quartier et tout le contexte dans lequel il a été construit et son évolution nous permet de comprendre plusieurs choses sur le présent. Le passé écrit le présent écrit le futur. Et cela est quelque chose de très important quand on réfléchit aux problèmes et évolution de ce quartier. Parce qu'il n'y a pas que des problèmes. Il y a aussi des choses très positives qui se passent et qui vont amener le quartier à s'améliorer et à devenir de plus en plus grand et de moins en moins mal vu. Pour ce qui concerne le plan de mon exposé aujourd'hui, autant vous dire, ça va être un plan chronologique. On va remonter l'histoire des Grésilles, du contexte de sa construction jusqu'à son renouvellement à partir des années 2000. La crise du logement n'est pas nouvelle à Dijon. On remarque qu'il y a un besoin de logement. En 1936, il y a 650 demandes de logement à l'office municipal des HLM, qu'on appelle actuellement l'OPAC de Dijon. Et en 1939, on ajoute à ça 1500 autres demandes. Vous allez me dire, pourquoi Dijon d'un coup a tant de besoin de logement? C'est simple, c'est l'évolution du temps. Les paysans ont quitté les champs, il y a l'industrialisation, et on est dans une phase où progressivement, la population citadine récupère son retard sur la population rurale. Pourtant, plusieurs constructions avaient vu le jour durant l'entre-deux-guerres. Dans le quartier de la Maladière, en 1925, il y avait eu des premières vagues de travaux avec logement de 48 logements en bande. En 1929, on crée 16 pavillons jumelés. On continue à construire. Entre 1931 et 1936, 5 autres groupes totalisant 295 logements, pour la plupart individuels, sortent de terre. C'est le cas de la cité des Bourroches et aussi le lotissement jardin Andry-Lorrain qui totalise 109 logements répartis sur 55 pavillons jumelés en 1936. Donc la construction des Grésilles se met dans un contexte de crise du logement et de fortes demandes qui vont imposer de nouvelles façons de faire. Maintenant qu'on a expliqué le contexte, on va directement rentrer dans l'histoire du quartier. J'ai décidé en illustration de mettre différentes photos aériennes des Grésilles au fil du temps et j'ai aussi mis les principaux bâtiments, ce sont les 3 grandes barres HLM. Donc en 1950, il est décidé qu'il faut construire un nouveau quartier. Les Grésilles sont sortis de terre en 1955 avec la construction de la tour Billardon, la première des 3 barres d'immeubles de quartier. Ces 3 barres sont indiquées sur le plan et les images. On imaginait alors un quartier de 15 000 habitants. C'est donc un énorme chantier. On espérait qu'une vie collective pouvait se mettre en place, raconte Eliane Lochaud, directrice des archives municipales. Édifiée entre 1953 et 1955, cette barre fut la première construction d'un tout nouveau quartier, le quartier des Grésilles, où près de 4000 logements ont été construits entre 1953 et 1966. 14 970 habitants en 68. Plus que 8263 en 2003, sur un terrain agricole demeuré nu à l'est du territoire communal. 14 étages, 250 logements, élevés au milieu des champs et jardins familiaux. On a aussi construit 2 autres cités, Épirey et Le Cher, qui ont été édifiées sous le même modèle appauvri entre 56 et 57. Je dis bien modèle appauvri parce que on a fait des magnifiques plans, on a dit ouais, on va copier la cité radieuse à Marseille, on va mettre des commerces et tout. On avait le budget pour Billardon. Mais arrivé pour Épirey et Le Cher, la mairie de Dijon a expliqué joyeusement aux promoteurs que il fallait calmer un peu les ambitions. Donc on a un petit peu rechigné sur les prix.
Au milieu des années 1950, ces logements sociaux empilés à la verticale apparaissent comme une réponse rapide, efficace et économique à la pénurie de logements, à l'insalubrité et au manque de confort qui sévissent alors en France. À Dijon comme ailleurs, les premiers locataires sont ébahis. Ils ont enfin des WC à l'intérieur de chez eux. Ils n'ont pas besoin d'aller dans le palier ou au fond du jardin. Il faut pas oublier le contexte. Hein, dans les années 50, 1954, l'appel de l'abbé Pierre. Ça doit parler à beaucoup de monde. Il y a véritablement une crise du logement. Ajoutez à ça un baby-boom qui fait exploser la démographie. On est vraiment sur un besoin de logement et un besoin de logement de qualité. On ne peut plus se permettre de vivre comme on vivait au début du XXe siècle. 50 ans plus tard, on remarque que ça a plutôt mal vieilli parce que le béton armé, c'est très bien. Ah, ça permet de construire rapidement. Problème, c'est qu'au niveau du bruit et de la thermique, c'est catastrophique. Mais à l'époque, c'est une technique révolutionnaire. Hein. La technique Estio fut ensuite réutilisée pour épirer l'Auxerre, puis pour la construction d'autres grands ensembles en France. C'est une technique avec du béton armé et toutes les barres HLM ont été à peu près construites sur les mêmes plans et les mêmes techniques, que ce soit à Dijon, à Nantes, à Paris, dans les banlieues parisiennes, partout. Le 12 juin 1955, lors de l'inauguration de l'immeuble, le caractère exceptionnel de cette construction est salué par le ministre de la Reconstruction. Et donc, ça a amené vraiment à poursuivre l'effort avec Épirey et Locher. Au final, les deux cités qui vont être construites comprendront 348 logements, relativement mal desservis et sans attrait. Ce sont des petits logements sur un niveau et il n'y a pas de commerce comme avec Billardon. Donc c'est pour ça que quand on a explosé Épirey ou Locher, ça a fait un choc. Mais Billardon, c'était encore autre chose, parce qu'il y a toute une symbolique, honnêtement. Peut-être ces trois bâtiments sont sœurs, mais Billardon, c'est la grande sœur, c'est l'image, c'est la figure de proue. Il ne faut pas oublier que jusqu'en 2003, l'entrée des Grésilles, c'est Billardon, ce sorte d'énorme paquebot de béton. D'autre part, cet immeuble possédait une fonction de symbole incontestable, une place à part dans la vie des résidents qui sont succédés comme dans la mémoire des habitants du quartier et de la ville. Mais les temps changent, la crise arrive. À la fin des 30 Glorieuses avec un problème de chômage chronique qui s'installait en France. Pour vous donner une petite indication, dans les années 70, le loyer dans les Grésilles était entre 139 francs et 240 francs, ce qui fait des loyers entre 21 € pour les plus petits appartements et 36 €. Quand on voit ce qu'on paye aujourd'hui, c'est quelque chose. Donc dans les années 80, il est décidé que ça ne pouvait plus durer, qu'il fallait, comment dire, rénover le quartier. Donc les Locher et Billardon font l'objet d'une réhabilitation, respectivement pour Locher 85-86 et Billardon 1987-1989. La réhabilitation porte sur l'esthétique, on refait l'électricité pour l'incendie, pour le gaz, on améliore le chauffage, la ventilation, on pose des revêtements souples, on remplace les portes d'entrée, les baignoires, on fait l'étanchéité des balcons. À Locher, on fait même des duplex. Mais on remarque que ça coûte énormément d'argent. Et vraiment énormément d'argent. Hein. On dépense un gouffre. Hein. On comprend que ces dépenses sont inutiles parce que ces bâtiments sont dépassés. Hein. L'ère du temps a changé. Hein. Ce qu'on voulait dans les années 50, c'est plus ce qu'on veut aujourd'hui. Certes, c'est bien d'avoir le WC, c'est bien d'avoir la salle de bain, c'est bien d'avoir le confort. Mais il faut améliorer les choses, il faut construire autrement. C'est pour ça que en octobre 1992, la barre d'Épirey est dynamitée par une entreprise américaine et va totalement disparaître du décor pour laisser place à 4 bâtiments, dont 2 résidences étudiantes. Fallait-il démolir? Sûrement, parce qu'on avait déjà commencé les années 80. Épirey, c'est spectaculaire parce que c'est quand même une énorme barre. Vous imaginez un bâtiment de 14 étages, quand on le dynamite, ça fait quelque chose. Donc il y avait déjà eu les ensembles Champollion et Henri Chrétien, jugés trop vétustes, qui avaient été démolis et reconstruits pour des bâtiments plus bas et mieux espacés, voilà, plus aérés.
Et on avance dans les années 90, on commence à réfléchir qu'il faut totalement métamorphoser le quartier parce que dans l'esprit des politiciens, si on améliore l'habitat, si on améliore les conditions de vie, on réglera énormément de problèmes de mal-être dans le quartier. En 2000, c'est la barre Locher qui va être dynamitée. Là, ça va poser des petites questions parce qu'il va falloir faire gaffe parce que la chaufferie du quartier est située non loin du bâtiment. Parce que si on dynamite le bâtiment et que la chaufferie explose, c'est extrêmement problématique. Donc, on a décidé de dynamiter les Lochers le 15 décembre 2000. Et en 97, on a classé la zone en redynamisation urbaine, dans un pacte pour relancer la ville. Le quartier fait l'objet d'un diagnostic approfondi qui avait abouti à la formalisation d'un projet de renouvellement urbain, désidentifier l'habitat, diversifier les fonctions, assurer une plus grande mixité de l'habitat, remailler les voiries, tels étaient les principaux objectifs affichés d'un projet qui comprenait, dans une première tranche opérationnelle, d'exploser les Lochers et le Billardon. En 2001, on accorde 4,5 millions d'euros pour une opération de renouvellement urbain. Et on va travailler pour renouveler le parc HLM, qui représente 80% des habitations. On va faire une délocalisation des services publics. Plusieurs services publics seront regroupés dans un bâtiment. On va remettre des services locaux. Et il y a une enveloppe globale de 15 millions d'euros sur une période assez longue, dont la première phase va de 2001 à 2004. On va s'occuper des Lochers, de Billardon, qu'on va remplacer par 80 logements en accession et en locatif privé, ainsi qu'une requalification du centre commercial et l'implantation d'un pôle de santé. On va aussi s'occuper de différents bâtiments comme Paul Bure, Marc Seguin qui vont être aussi détruits, pour refaire les espaces et refaire totalement le centre des Grésilles, même si c'est incomplet et qu'il reste du travail. Quand l'Express parle des Grésilles, plus qu'un simple quartier, les Grésilles représentent une part de l'histoire de la capitale bourguignonne. Pas celle traditionnelle, non, mais une autre histoire qui raconte aujourd'hui ce quartier en pleine réhabilitation, celle du Dijon des 30 Glorieuses durant laquelle les Grésilles ont vu le jour comme une ode à la modernité triomphante. Celle du Dijon des années des crises, des tensions sociales et de la violence urbaine. Celle enfin du Dijon à venir, de la réhabilitation urbaine et de la mixité sociale. Ce n'est donc pas seulement la vie d'un quartier que raconte l'Express cette semaine, mais c'est à travers lui un pan entier de l'histoire urbaine de la France. Je pense que cet article résume plutôt bien les Grésilles. On est entre le cliché et la volonté de la réhabilitation. Mais au-delà de ça qui reste du sociétal et que je n'ai pas envie de me mêler parce que ce n'est pas mon domaine, c'est aussi une partie de l'histoire de la ville de Dijon et de l'urbanisme à la française. Sur un quartier, dans une ville, pas la plus grande, c'est Dijon, on reste une grosse ville, mais pas la plus grande. Ce quartier est vraiment une sorte d'histoire de l'urbanité française du 2e, 20e siècle à elle toute seule. Entre l'histoire de ces bâtiments, l'histoire de ce quartier, on est vraiment sur une synthèse. Voilà le mot qu'on pourrait retenir de l'histoire des Grésilles. Les Grésilles sont la synthèse de l'urbanisme à la française des années 50. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode. Je pense un petit peu plus court, mais c'est pas la longueur qui fait la qualité. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, aimer la vidéo. Au prochain épisode. Au revoir.